cette thématique. Alors, les différents termes que l'on va aborder, donc les principes généraux de prévention. Alors, le but, c'est pas de s'arrêter sur les 9 grands principes généraux de prévention, mais c'est pour refaire un point là-dessus. Justement, qu'est-ce que la prévention? Qu'est-ce qu'on va y intégrer? Et du coup, pourquoi notre démarche, en fait? L'autorisation de conduite et les matériels concernés. Donc là, on fera un petit point aussi par rapport aux différents matériels que vous avez aussi dans les collectivités. Alors, le fait que j'intervienne depuis quelques années pour le centre de gestion, et notamment avec le CNFPT, eh bien, c'est aussi de pouvoir, moi sur le terrain, de voir un petit peu quels sont les matériels qui sont concernés, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Voilà, donc c'est un petit peu aussi ça l'idée, c'est d'échanger autour de ça. La formation, enfin la réglementation, la différence entre le CACES et la formation valeur interne, donc ça c'est pareil, on va revenir dessus. La vérification générale périodique, les équipements de protection individuelle. Alors, c'est pareil, ça sera un point aussi à voir dans cette thématique. Et l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, donc ce qu'on appelle l'AIPR, hein, tout simplement. Il n'y a pas de questions sur les thématiques pour l'instant? Non, c'est bon. Alors, les 9 grands principes généraux de prévention, donc qui s'affichent ici, hein, donc c'est, alors je fais juste rapidement, hein, éviter les risques, évaluer les risques. Donc là, vous avez notamment le DUR, le document unique d'évaluation des risques, hein, qui doit être maintenu à jour. Et en fonction de ça, justement, par rapport à ce document unique, bah, c'est de mettre en place les actions pour éviter les risques. Hein. Donc on se recoupe toujours en fait par rapport à ces 9 grands principes généraux de prévention. C'est de combattre les risques à la source. Donc c'est pareil, par rapport à ça, ce que je peux remarquer, c'est que dans les collectivités où j'interviens, il n'y a pas forcément un document qui est mis à disposition. Donc un registre d'observation en l'occurrence, qui doit être mis à disposition des agents. Alors c'est de les inciter aussi à le remplir ce document. C'est de permettre à l'agent en fait de remonter une information si toutefois il s'aperçoit quelque chose qui ne va pas dans son travail, dans ses missions. Et justement, comme ça, après, c'est aussi de faire vivre ce document unique et puis de trouver des solutions immédiates. Alors ça peut être, c'est pas forcément une solution en plus qui peut être très coûteuse ou très onéreuse, ça peut être une solution très simple mais efficace. C'est en fait la recherche qu'on y fait. Hein, donc moi quand je me déplace, j'essaie, alors je connais quelques têtes hein, dans l'assemblée, c'est les personnes avec qui j'ai eu des contacts, des très très bons contacts bien sûr aussi. Hein, voilà, et donc c'était vraiment un échange, un partage pendant les formations. Et voilà, on a échangé même nos coordonnées téléphoniques pour pouvoir justement échanger sur d'autres thèmes. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on apporte une formation, mais également on peut aussi, on conseille, et puis on peut également après avoir une autre relation, on va dire, pour faire progresser en fait la collectivité. C'est vraiment l'idée, quoi. Hein, c'est pas de se cantonner uniquement à la formation. C'est essayer de trouver des solutions, si possible, ensemble. Hein, donc voilà. Adapter le travail à l'homme. Bon bah ça fait quand même quelques années maintenant que c'est comme ça. C'est de trouver les solutions les plus efficaces, et ça, je pense que les collectivités l'ont bien comprise. C'est notamment la mise à disposition des nacelles. Alors c'est vrai que c'est un coût, mais c'est des moyens d'élévation qui permettent d'aller chercher un travail en hauteur, sans pour autant faire prendre de risques à l'agent, et puis également de travailler dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc ça c'est bien, et je trouve que voilà, ça se démocratise de plus en plus, et je trouve vraiment l'intérêt, je trouve que dans les collectivités, beaucoup ont compris en fait, maintenant on commence de plus en plus à comprendre qu'est-ce que la prévention au sein de la collectivité. Tenir compte de l'évolution de la technique, on reverra ça plus par rapport aux formations. Alors c'est vrai que la mise en place de formations que l'on fait, en tout cas ce qu'on anime, ça permet donc à l'agent d'avoir des compétences, donc des connaissances théoriques et pratiques, puis c'est ce qu'on apporte en fait dans les formations, mais c'est après de le faire vivre au sein de la collectivité, donc ne pas hésiter en fait à faire conduire régulièrement son agent ou en fait à lui faire des missions qui sont en rapport avec sa formation, pour que cet agent en fait puisse garder toujours ce contact en fait avec les engins concernés. Je parle d'engins parce que en fait les animations que je fais en tout cas, c'est notamment par rapport à des engins de levage, hein, enfin tout ce qui est engin. Et donc du coup c'est vrai qu'on s'aperçoit que peut-être, alors je ne sais pas comment tout le monde fonctionne, mais l'idée c'est que la formation est faite et après il faut que l'agent en fait puisse de temps en temps continuer en fait à conduire cet engin pour qu'il garde toujours ce contact. Parce qu'après il perd forcément en dextérité, ou en tout cas il n'en gagne pas, et ça peut être problématique hein, dans sa méthode et dans son comportement. Remplacer ce qui est dangereux parce qu'il n'est moins, ou parce qu'il l'est pas, ou parce qu'il l'est moins.
Bon après ça peut concerner différents thèmes, hein. Ça peut être du produit chimique, ça peut être plein de choses, hein. Mais ça après il y a des thématiques, enfin, il y a en tout cas des formations qui sont proposées par rapport à ça. On planifie la prévention, ça c'est par rapport aux documents en l'occurrence, avec des moments bien particuliers pour organiser tout ça. Donner la priorité aux mesures de protection collective. La protection collective, en fait, c'est ce qu'on doit mettre en place en priorité au sein d'une entreprise, d'une collectivité. C'est en fait, avant de mettre un EPI, un équipement de protection individuelle, l'idée, c'est de commencer déjà à protéger collectivement ses salariés. Je prends par exemple la nacelle, tout à l'heure je parlais de nacelle, c'est ou l'échafaudage. C'est un garde-corps, en fait, qui permet de protéger collectivement en fait, les personnes qui vont accéder à un niveau supérieur. Au lieu de mettre un EPI en place, par exemple, ça va être le harnais avec une longe et une ligne de vie. Hein. Donc là, je vais commencer plutôt à mettre des garde-corps, par exemple, au-dessus d'un toit terrasse, pour que mes agents puissent intervenir en toute sécurité et éviter qu'il y ait chute. Et qu'il y ait dommage, bien entendu, derrière. Donc dommage, en l'occurrence, corporel. D'accord ? Qui peut entraîner jusqu'à un handicap, voire la mort. Donc ça, c'est vraiment important, hein, de bien prendre ça en compte. Et puis, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est de la communication. Donc en effet, bon après, je ne dis pas que vous travaillez mal, hein, je ne suis pas là pour dire ça. C'est juste des points que l'on fait. C'est vraiment bien communiquer avec ses agents pour savoir si l'agent a bien compris ses missions et puis s'il va bien aussi partir avec les bons équipements. Enfin voilà, tout doit être vraiment bien carré. Hein, aujourd'hui, en France, on a aussi le code du travail qui nous lie, le code pénal. Chaque personne, en fonction de sa fonction, prend des responsabilités. Hein, le maire dans la commune en premier lieu, puisqu'il est responsable civilement et pénalement, puisque c'est l'employeur. Mais après, derrière, à chacun a aussi à son échelle à ses responsabilités. Hein, donc voilà, bien prendre ça en compte. C'est bon pour ça ? Alors, on arrive donc sur la thématique autorisation de conduite. Donc là, je vais juste lire et puis après argumenter autour de tout ça. Donc l'autorisation de conduite est la reconnaissance par l'employeur de la capacité à conduire en sécurité des engins confiés aux collaborateurs. D'accord ? Donc elle se matérialise par un document remis au conducteur. Alors en effet, c'est un document, alors il n'y a pas de format particulier. Ça peut être un format A4 tout simplement, signé par l'employeur, en mentionnant que la personne est bien habilitée, enfin en tout cas a suivi la formation, et l'employeur donc l'autorise à conduire les engins concernés. Donc par contre, il faut mentionner dessus les engins qui sont concernés par l'agent. Hein, c'est pas, il est autorisé à conduire un tracteur par exemple. C'est un tracteur, c'est le tracteur, vous pouvez le mentionner comme il travaille au sein de la collectivité, chez vous, vous pouvez le mentionner en fait, c'est mentionner le tracteur concerné. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté et du coup, s'il y a un contrôle des services de prévention, il n'y a pas de souci. Donc cette autorisation, par contre, doit être, toujours prise par l'agent, donc elle doit être avec lui, elle doit l'accompagner à chaque fois qu'il part en mission. D'accord ? Donc après, soit c'est vraiment au sein de la commune, et donc du coup l'agent peut, enfin l'autorisation peut être archivée au niveau de la mairie ou du pôle technique, c'est pas un souci, ou soit l'agent va avec lui, et donc ce qui lui permet d'avoir toujours le document en cas de contrôle. D'accord ? Donc ça, c'est un document qui doit être au service de prévention. Pardon ? S'il y a 10 tracteurs, il faut mettre 10 tracteurs. Après, s'il y a du tracteur, en même temps, une autorisation de conduite, elle va être valable, elle est valable à vie, l'autorisation de conduite. En fait, l'autorisation de conduite, c'est le document qui va attester que la personne peut continuer à conduire. Dans quel cas, en fait, elle va être retirée, cette autorisation de conduite, si la personne, physiquement, médicalement, elle est plus apte. Voilà, donc là, on peut lui retirer. Ou alors, même si la personne est dangereuse. Si on s'aperçoit que la personne est dangereuse, eh bien, on peut lui retirer une autorisation de conduite, parce qu'elle n'a plus les compétences. Voilà. Mais après, il y a une formation, forcément, il y a un recyclage qui est fait par le biais d'une formation, et donc ce recyclage va attester des compétences, que la personne a toujours les compétences pour conduire en sécurité. Et après, il y a une attestation de formation qui est délivrée, et l'autorisation de conduite, elle court toujours. Donc le changement de maire, le changement de maire, forcément, elle devient caduque, donc il faut la faire signer par l'employeur. Donc soit c'est l'employeur, donc le maire qui va signer l'autorisation de conduite, soit ça va être une personne déléguée qui peut la signer. Et, voilà. À partir du moment où elle est toujours dans la commune, elle a toujours les mêmes fonctions ou les mêmes missions,
eh bien cette autorisation de conduite court toujours. Par contre, en effet, si c'est le maire qui signe une autorisation de conduite, bah, au changement de maire, elle doit forcément être modifiée. Il y a l'obligation de passer devant le médecin du travail avant de donner une autorisation de conduite ou pas? Oui, oui, parce que c'est un critère. En fait, il y a 4 grands critères en fait, pour délivrer une autorisation de conduite. Ouais. Il faut que la personne ait plus de 18 ans, donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut que la personne... Alors, plus de 18 ans, il n'y a pas de souci. Je prends, par exemple, les jeunes qui sont en contrat, alors, pas en contrat, mais en tout cas en période de découverte, en période de stage. Attention, hein, de 16 à 18 ans, les jeunes n'ont pas le droit de conduire des engins de chantier, c'est strictement interdit. D'accord? Donc, le faire conduire un tracteur, une mini-pelle, choses comme ça, c'est des engins qui sont strictement... Enfin, c'est strictement interdit au niveau du code du travail. Par contre, je reviens donc sur les critères. Donc il faut être âgé de plus de 18 ans, il faut avoir donc l'aptitude médicale, donc être médicalement apte. D'accord? Donc pour les missions concernées, si je reviens là-dessus par rapport à l'aptitude médicale, par exemple, conduire un tracteur, c'est pas conduire une nacelle. Pourquoi? Parce que conduire une nacelle, c'est forcément un travail en hauteur. Donc il faut déjà demander à l'agent si lui, il se sent capable et apte de pouvoir travailler en hauteur, ce qui est important. Et puis après, par rapport à sa vie médicale, alors c'est vrai que le médecin du travail ne demande pas à la personne de monter à 10 mètres pour savoir comment il se sent. Mais en tout cas, il faut quand même que ça soit attesté par le médecin du travail, son aptitude, hein, de travail en hauteur. D'accord? Après, nous, dans les formations, ce qu'on fait, si on sent que l'agent peut nous dire bah, moi je ne me sens pas tout à fait capable à monter très haut, alors après, c'est en fonction des missions, mais après, moi ce que je fais, c'est que je mets une restriction sur la fiche de note pratique, une restriction de hauteur. Donc si la personne, si je demande un travail par exemple à 8 mètres, la personne à 6 mètres elle commence à trembler, ben, je ne vais pas la faire monter à 8 mètres, mais je vais lui dire vous redescendez, parce que vous ne vous sentez pas capable de pouvoir aller plus haut, c'est pas problématique, sauf que je vais la limiter à 5 mètres, par exemple. Ça va être quelque chose comme ça. C'est pour éviter en fait après derrière que juridiquement en fait aussi vous soyez embêtés. D'accord? C'est l'intérêt quoi. C'est dans l'intérêt de l'agent et dans votre intérêt en fait. D'autres questions? C'est bon? Apprentis de moins de 18 ans. Pardon? Pour les apprentis de moins de 18 ans. Pour les jeunes de moins de 18 ans, un engin de chantier c'est strictement interdit au niveau de la conduite. Même si un apprentissage et qu'il a- Alors après les apprentissages, il y a une dérogation par l'inspection du travail. Il y a une dérogation forcément. Vous ne pouvez pas sans dérogation demander à un jeune de conduire. Il faut une dérogation de l'inspection du travail. Alors, je vais juste faire une parenthèse, pour la fonction publique territoriale, c'est pas l'inspection du travail, et encore faut-il que ce soit une déclaration possible. Donc là, je vous invite à me rappeler et on échangera sur les missions que devra exécuter votre apprenti. Et en plus, il y a une demande obligatoire avec le CHSCT, etc. Donc oui, il y a une procédure qui est adaptée à la FPT. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que je vous parle d'inspection du travail, mais c'est vrai qu'il y a que l'inspection du travail, et vous êtes ACFI, c'est ça Oui, je suis l'ACFI, oui, tout à fait. Et agent chargé à la fonction d'inspection, voilà, qui a un lien étroit, on va dire, avec, qui est quasiment identique à l'inspection du travail, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est l'inspection, mais après, ça sera un autre échange sur cette mission. Et pour répondre à votre question sur l'apprentissage, il y a des dérogations possibles. Une dernière question qui est pour une personne, s'il a plus de 18 ans, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut un CACES quand même? Alors, si on parle, alors je termine juste sur les quatre prérequis pour l'autorisation, et après on parlera du CACES, juste après. Donc, 18 ans, donc l'aptitude médicale, avoir été informé des consignes de sécurité sur site. Donc quelles sont les différentes consignes de sécurité qu'on impose en fait sur site, donc par exemple le port des EPI. Est-ce que je dois porter un casque quand je suis dans une nacelle? Est-ce que je dois porter un harnais? Est-ce que je dois porter des chaussures de sécurité tout le temps? Enfin, voilà, c'est toutes les consignes de sécurité. Et puis également la formation. Alors la formation justement, là j'y viens justement au CACES, la formation, il y a deux types de formation. La formation à valeur interne, bon, c'est ce qu'on fait généralement dans les collectivités, d'accord? Donc c'est une formation à valeur interne, c'est-à-dire que c'est juste pour la collectivité où l'agent sera formé. Hein. On aborde de toute façon de la prévention, il y a une partie connaissance théorique, il y a également de la pratique, donc forcément il y a un support donc, qui nous permet de valider la personne, et puis il y a le CACES. Le CACES, donc le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Ce CACES, en fait, il a été mis en place par la CNAM en 2000. Alors, il n'est pas un caractère obligatoire, il est fortement recommandé le CACES. Ce n'est pas une obligation. Le CACES, en fait, il y a un référentiel de connaissances qui nous invite, enfin qui nous demande, lorsqu'on fait des tests CACES, de valider des points. Voilà, c'est une obligation, on n'a pas de choix.
En fait, c'est la CNAM qui l'a mis en place et la CNAM a fait des référentiels de connaissances pour chaque thématique. Puisqu'en fait, il y a plusieurs engins qui sont concernés. Il y a notamment les engins de chantier, donc c'est des recommandations. Je ne vais pas vous donner le numéro de la recommandation, puisqu'en plus ça va évoluer à partir de 2020. Mais il y a la recommandation engin de chantier, il y a la recommandation grue à tour, grue mobile, nacelle, chariot élévateur, donc les chariots industriels, les grues auxiliaires, c'est les bras de chargement qu'on va trouver sur les véhicules, vous savez, pour décharger les palettes, là, comme les marchands de matériaux, et puis les ponts roulants. Donc toutes ces formations, en fait, ont un référentiel de connaissances par la CNAM qui demande donc à respecter des points à valider lorsqu'on fait passer du CACES. D'accord ? C'est obligatoire. On peut pas y déroger. D'accord ? Moi j'ai une question. Vous disiez qu'on a le droit, enfin, obligation d'avoir plus de 18 ans. Le permis de conduire n'est pas obligatoire. Alors, pour conduire quoi ? Alors, le permis de conduire, si vous prenez un engin, donc le tracteur par exemple, on va dire c'est le plus communément retrouvé dans toutes les collectivités, le tracteur. Alors, il y a une obligation d'avoir le permis de conduire pour conduire le tracteur, le permis B. Puisqu'en fait, il y a une loi qui est passée en 2012, la loi 2012-387, qui à l'origine, donc cette loi a été faite pour les collectivités. Et en fait, cette loi disait que tous les agents de collectivité possédant le permis B pouvaient conduire un tracteur attelé ou non, avec ce seul permis. Donc ça, c'est la loi 2012-387. attelé ou non? Pardon? Attelé ou non? Ouais, avec une remorque ou pas. Il n'y avait pas de condition. Alors, il faut savoir aussi que dans les collectivités, on ne va pas retrouver un tracteur de 300 chevaux avec une benne de 40 tonnes. En général, c'est des petits tracteurs et des petites remorques. Donc, il y a une notion de gabarit, oui. C'est quoi maintenant, qu'est-ce que vous appelez un petit? Alors, petit tracteur, aujourd'hui, alors, par exemple, si je regarde la recommandation 372M, c'est la recommandation engin de chantier, donc qui détermine les tracteurs, enfin qui va classer les tracteurs sur deux catégories différentes. Les moins de 50 chevaux qui sont en catégorie 1, les engins de chantier, alors ça parle peut-être à certains et peut-être pas à d'autres, et la catégorie 8, c'est les tracteurs de plus de 50 chevaux. À savoir qu'à partir de 2020, on va rentrer dans la R482, donc une nouvelle recommandation, une refonte de la recommandation, la R482, où on va retrouver les tracteurs de moins de 100 chevaux qui vont rentrer dans la catégorie A, donc la petite catégorie. Donc un tracteur de 100 chevaux, ce serait un petit tracteur. D'accord? Donc il y a une grosse évolution par rapport à ça, mais je ne vais pas vous parler forcément de l'R482, parce que c'est une recommandation qui a complètement été refondue, et puis en plus de ça, c'est très compliqué. Déjà que la recommandation en chantier est compliquée, mais en plus, si je rentre dans ce domaine, ça va être très compliqué. Alors le permis, pour revenir dessus, donc le permis de conduire, donc cette loi disait que c'était pas obligatoire. Et puis après, il y a eu la loi 2015-990, donc l'article 27, si vous voulez le consulter. C'est une loi donc, qui dit que tout conducteur du permis B, enfin tout titulaire du permis B peut conduire un tracteur, enfin un engin agricole ou assimilé à partir du moment où sa vitesse ne dépasse pas 40 km/h. Voilà, donc ça c'est cette loi qui le dit. Donc c'est une loi en fait qui a été créée, donc je vais dire loi Macron, qui a été donc mise en place par rapport à la liberté, la croissance économique dans différentes structures. Voilà, donc ça a été fait pour ça en fait cette loi. Donc c'est plus 25, c'est 40. Alors, c'est pas une question de 25-40. Le 40 km/h, c'est un véhicule, c'est un tracteur non attelé, donc un tracteur seul. Le 25 km/h, c'est un tracteur attelé, donc avec une remorque, enfin articulé. Je parle bien articulé, d'accord? C'est-à-dire qu'un outil attelé en 3 points, alors ça ne parle peut-être pas pour tout le monde, le 3 points. Le 3 points, par exemple, ça va être le broyeur qu'on va atteler derrière le tracteur. D'accord? Donc ça, c'est en général un matériel attelé en 3 points. C'est-à-dire qu'il est attelé sur les bras du relevage du tracteur. Donc dans ces cas-là, le tracteur n'a pas une limite à 25. Il a une limite à 40 puisqu'il n'est pas en mode articulé. À partir du moment où il y a une remorque, qui elle est immatriculée, cette remorque aussi, puisqu'elle fait plus de 1500 kg, donc ça reste une obligation aussi, eh bien, il y a une limitation, donc il y a un disque qui est apposé derrière la remorque. Et ce disque, il est de 25. Alors, il y a des remorques qui sont comment dire, homologuées à 40, mais c'est des freinages pneumatiques, donc c'est un autre freinage, c'est un autre système de freinage, qu'on ne va pas retrouver dans les collectivités, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est des petits gabarits.
Donc ce qu'on va retrouver, c'est plutôt du freinage par inertie, hydraulique. Donc du coup, on va être limité à 25 km/h. Mais c'est parce que, justement, c'est limité comme ça. Hein, et donc, du coup, il y a le disque qui est imposé derrière avant. Donc c'est 25 attelés et 40 non attelés. Hein, donc 40 en solo, ce qu'on appelle le solo. C'est-à-dire que le tracteur est seul. Ok, et à respecter scrupuleusement. Mais en plus du permis, il ne fallait pas une formation interne avec le propre matériel de la commune. Alors, si je reviens juste rapidement sur la loi 2012-387, en fait, elle disait qu'elle autorisait donc, pour les agents de collectivité à conduire un tracteur, donc voilà. Maintenant, elle disait aussi que le responsable, enfin le maire en l'occurrence, devait aussi plutôt laisser la conduite de cet engin à une personne qui avait le permis C. D'accord? Parce qu'il y a une notion de gabarit. Voilà, C ou EC, hein, parce qu'il y a une notion de gabarit. Maintenant, après, il n'y a pas d'obligation non plus. J'ai pas répondu à la question, je crois. Non. C'était quoi la question, rappelez-moi? En plus du permis B, je crois comme vous l'avez dit, sur la formation? Il fallait une formation interne, mais avec notre propre matériel sur le terrain. Bah après, ça peut être mis en place. Moi, je trouve pas ça déconnant à partir du moment où on met une formation en plus des formations de la formation permis de conduire. Parce que qui dit permis de conduire, c'est comme une formation conduite d'engin. C'est pas parce que j'ai le permis ou j'ai le papier que je suis un cadre de la conduite. Ça veut dire que j'ai des compétences, en tout cas qu'au moment, à l'instant T, j'ai eu les compétences qui me permettent de conduire cet engin, mais c'est pas pour autant que je suis le meilleur des conducteurs. Donc de mettre une autre formation en place et de vérifier les compétences au sein de la structure, je trouve pas ça, je trouve que c'est bien, c'est plutôt bien, ouais, carrément. Bah, il n'y a pas de texte qui rende obligatoire cette formation supplémentaire. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, c'est sur la voirie, dans les champs ou Alors, le permis de conduire, c'est le code de la route. Donc, nous au niveau des interventions que l'on fait sur les formations, c'est le code du travail qui nous régit. On est axé code du travail. Après, on parle du permis de conduire parce que le tracteur, il va forcément aller sur la route. Mais c'est le code de la route. Et le code de la route, forcément, il dit qu'il faut le permis pour conduire certains engins. Et s'il n'y va pas? S'il n'y va pas, il n'y a pas... Par exemple, sur le terrain de foot, il est sur le terrain de foot, il n'y a pas sur la voirie. Alors, sur le terrain de foot, par exemple, je vais prendre la tondeuse autoportée. C'est le cas. Hein, c'est le cas. La tondeuse autoportée, en fait, à partir du moment où elle prend la route, elle doit forcément être immatriculée. Même si elle ne prend pas, elle va pas sur la route. Alors, par contre, si elle n'est pas immatriculée, elle ne doit pas prendre la route. Mais, enfin, je dis ça parce que j'ai vu déjà ce cas-là, où la tondeuse autoportée se déplaçait par la route non immatriculée. Alors, il y a quelque chose à faire, c'est de rapprocher du concessionnaire, et le concessionnaire a des kits d'homologation. Donc vous pouvez homologuer en fait vos tondeuses autoportées route. Il faut se renseigner auprès de votre concessionnaire. Est-ce qu'il peut conduire s'il reste sur le stade? Ah oui, sur le stade, il n'y a pas de problème. Il peut. Ah, il peut. L'autorisation de conduite. Ouais. Ouais. À partir du moment où il n'y a pas... En fait, il y a le code du travail et le code de la route. En fait, il faut bien distinguer les deux. Le code du travail, je dis qu'il faut une formation obligatoire. C'est l'article 43, 23, 55 du code du travail. Il nous dit que c'est obligatoire. Vous devez former votre personnel. Une formation adéquate. Il y a le code de la route qui dit, quand tu es sur la route, par contre, tu dois avoir le permis de conduire en conséquence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. Il faut bien identifier les deux codes. Quoi. On n'est pas du tout régi sur la même chose. C'est bon? Moi j'ai encore une question. Là. Par rapport à la petite médicale, étant donné qu'on n'a plus de médecin de travail, quelle est la valeur de notre autorisation de conduite si l'agent n'est pas passé devant le médecin du travail? Excusez-moi, je n'étais pas attentif à votre question. Je disais, étant donné qu'on n'a plus de médecin de travail, Ouais. si on fait une autorisation de conduite à notre agent, qu'il n'est pas passé devant le médecin du travail, quelle est sa valeur à l'autorisation? Vous avez la réponse parce que je vous ai donné les prérequis en fait. Donc, le prérequis en fait pour délivrer une autorisation de conduite, il faut que le salarié soit apte médicalement. Bah oui, donc ça veut dire que nos agents c'est caduc en fait. L'autorisation elle est caduque. Je me permets d'intervenir. Vous avez une convention avec Santé au Travail 72? Ah, mais il n'y a plus de médecin. Ah, si, il y en a encore. Vous avez une convention ou pas? Oui. Alors il faut faire un petit courrier à Santé au Travail 72 et leur dire voilà. Bah là, il faut que je fasse tous mes agents. Parce que après, il y a pas des d'autorisation infirmiers, ils ont d'autres, on va dire, intervenants, mais il ne faut pas abandonner. Il y a des médecins de prévention, il y a bien des communes où des visites se font encore. Par contre, il faut insister, parce que c'est clair qu'ils ont une pénurie de médecins, mais ils ont une équipe pluridisciplinaire. Donc oui, pour l'autorisation de conduite, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas dire j'ai pas de médecin, moi je ne fais pas. Ça, si demain il y a un accident, le juge il va vous dire non, ça je suis pas d'accord. Donc oui, là il faut insister auprès de Santé au Travail 72. Mais on fait l'autorisation, enfin,
Oui. Parce que moi, ils sont passés, mais il y a 5 ou 6 ans, donc j'avais pas d'attestation par rapport aux engins que je vais leur faire conduire. D'accord. Donc là, en fait, tout est quasi. On arrête de parler. C'est bon. Ok. Je voulais juste refaire aussi un petit point par rapport aux engins aussi que vous retrouviez hein, dans les collectivités. Donc les petits tracteurs, donc on reste toujours sur du moins de 50 chevaux puisque c'est toujours... le moins de 50 chevaux, donc on se rapproche en fait de la CNAM hein, par rapport à leurs recommandations, par rapport à ça. Donc on a des remorques, on a des faucheuses gyrobroyeurs, on a des épareuses, on a des lamiers, on a des chargeurs à fourche et godet. Par contre, fourche ou godet, donc attention, obligation, c'est d'avoir donc la VGP, donc, qui est ici, la vérification générale périodique. C'est une obligation donc, pour conduire donc, un tracteur avec un chargeur. Donc si le chargeur est équipé avec un godet, la vérification doit être annuelle. Et par contre, si ce tracteur a un chargeur avec des fourches, c'est une vérification semestrielle. Donc par un organisme qui est agréé. D'accord. C'est consigné sur le registre de sécurité, hein, la vérification. Donc il y a des obligations qu'il faut absolument respecter. Et on a eu le cas justement dans une collectivité où le tracteur, neuf, enfin voilà, très bien, le chargeur propre aussi très bien, sauf que pas de contrôle. Donc pas de contrôle, notion de responsabilité, donc du coup pas de formation. Voilà. Donc attention à ça, soyez méfiants, hein, il faut absolument avoir ces vérifications périodiques, puisqu'en cas d'accident, eh bien derrière les enquêtes peuvent mener aussi à un manquement par rapport à ce document. Avec ou sans clapet de sécurité? Alors, obligation avec des fourches d'avoir des clapets de sécurité. Moi, j'en ai pas, il était Alors, oui, alors les concessionnaires, c'est des concessionnaires. C'est-à-dire que demain, je vais acheter une voiture ou une moto, une super moto, j'ai pas de permis moto, mais je peux aller m'acheter une moto, c'est pas un souci. Donc c'est que un concessionnaire, bon, ce qu'il veut, c'est vendre. Mais vendre sans pour autant s'assurer que la personne ait bien tout ce qu'il faut. Alors après, derrière, si vous y mettez des fourches, il faut absolument faire équiper votre chargeur de clapets anti-retour piloté. Alors s'il n'a qu'un godet, s'il n'y a jamais de fourche, pas de clapet. Et donc pas obligation de visite. Obligation de visite, mais annuelle. Quand même. Annuelle. Par contre, si demain vous achetez un chargeur qui n'a pas de clapet, donc avec un godet, et que vous décidez d'acheter des fourches parce qu'il y a un besoin de faire des déchargements ponctuels, vous devez faire équiper ce chargeur de clapets anti-retour piloté, et donc là du coup il y aura un contrôle semestriel à effectuer. Qui procède au contrôle? Pardon? Qui procède au contrôle? C'est une personne qui est qualifiée, compétente, c'est un organisme accrédité ou pouvoir le faire. Ouais. Mais ça reste une obligation. Et l'agent, normalement, quand il fait son contrôle d'engin, doit s'assurer qu'il ait bien tous les documents. Donc c'est pareil, après, moi c'est le petit truc que je disais quand je vais intervenir dans différentes structures, c'est le truc tout bête, c'est de faire une petite pochette à documents, donc qui est sur le bureau du responsable, dans le technique, une petite pochette avec tous les documents qu'on doit y trouver, certificat de conformité, la notice, la VGP, l'assurance du véhicule, la carte grise, s'il y a carte grise. Donc avec la clé du véhicule concerné, éventuellement, enfin je ne sais pas après c'est une organisation interne qui peut se mettre en place, et puis l'agent, dès qu'il prend le véhicule, il prend sa pochette, et tous les documents sont dedans. Ça veut dire que s'il y a un contrôle routier, il est capable de fournir tous les documents. Voilà, sachant que la carte grise peut être photocopiée. Alors il y a un texte que je ne connais pas, je ne connais plus du tout le fameux numéro qui concerne ce texte, mais en tout cas, la carte grise peut être photocopiée, hein. C'est pas interdit. D'accord ? Ok. Et l'assurance, bien sûr, du véhicule. L'assurance route, si toutefois il va sur la route aussi, hein, si je fais un transfert par rapport à cette tondeuse autoportée, hein, à partir du moment où un engin va sur la route, il doit être assuré route. Donc voilà. Ok. Donc il y a un petit support aussi, je vais juste parler rapidement aussi, attention avec les tracteurs. On le voit dans certaines collectivités, et ce que je peux comprendre, hein, mais attention, c'est quand vous attelez le petit tépandeur à engrais derrière le tracteur pour notamment mettre du sel, hein, ou des lames faites maison. Les lames faites maison, c'est interdit.
il faut que tous les équipements soient CE, donc sont forcément CE. Et quand je mets une lame de déneigement sur mon tracteur ou je mets un épandeur à engrais pour le sel, mon tracteur il doit être passé au service de la DREAL, donc pour tout ce qui est double mention sur la carte grise. C'est-à-dire que vous avez la mention soit tracteur, soit camion ou soit véhicule léger. Et en l'occurrence, pour un tracteur qui va avoir une lame de déneigement ou qui va avoir un sémoir en engrais, il doit avoir la double mention, donc la mention VASP en plus. C'est véhicule automoteur spécial. Donc en fait, c'est un engin qui va être dans la configuration maximum. Par exemple, j'ai une lame de déneigement, CE. Hein, je rappelle bien, donc juste les petites subtilités. Et derrière, j'ai un sémoir engrais donc, qui est porté ou semi-porté. Donc ça peut être sur des roues, hein. ça peut être semi-porté. Et bien, je dois avoir le double mention sur ma carte grise. Alors après, on part toujours de notion de responsabilité. Certes, l'agent, c'est un bon conducteur. C'est le meilleur conducteur de la région. Mais demain, il y a quelqu'un qui lui rentre dedans, ça doit être le meilleur conducteur. Il y a une notion de responsabilité. Est-ce que si l'agent tombe sur quelqu'un qui est affûté pour porter plainte à chaque fois qu'il arrive quelque chose, ça peut aller très vite au tribunal et se retrouver avec des conséquences lourdes, financières. Parce que, à part, ce n'est pas le corporel, hein, mais voilà, ça peut être financièrement, ça peut être lourd. Donc derrière, il y a toujours cette notion de responsabilité. Donc attention aux engins, enfin aux équipements qui ne sont pas conformes. Je ne fais pas le tour des communes non plus pour savoir, mais je regarde et j'informe. Moi, c'est une notion d'information que je fais. Après, je suis pas dans le pénal. Mais attention aux responsabilités. Il y a toujours cette notion de responsabilité qu'il faut avoir en tête, en fait. Oui. Alors nous, on a une lame, elle est correcte. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est pas nous qui l'amenons, parce qu'on a un engin qui n'est pas très fin. On a une convention avec les agriculteurs. Ouais. Alors l'agriculteur, ouais. Donc là, c'est bon. En fait, il y a un texte qui dit que la lame, l'agriculteur peut être amené à posséder une lame sur son engin. Par contre, il doit quand même passer au service des mines pour pouvoir, à la DREAL, pardon, pour pouvoir habiliter son tracteur, même si la lame est fournie par la collectivité. Donc ça, c'est une obligation. Par contre, l'agriculteur ne peut pas prendre la lame de chez lui pour aller pousser la neige. Il faut que la lame soit fournie par la collectivité.